Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Voilà le triste constat que fait le Secours catholique en Normandie en cette fin d'année 2020. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Christophe Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué Haute-Normandie du Secours catholique. Le Secours catholique a publié son rapport 2020 avec des chiffres qui frappent. 40% des ménages accueillis sont dans l'incapacité de couvrir seuls leurs dépenses alimentaires. Et selon le ministère de la Santé et des Solidarités, 8 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire, un chiffre qui a explosé ces dernières années, multiplié par 8 depuis 1980. Alors ce constat, il est dû à quoi, Christophe Leroy? Au confinement, à l'année hors norme que nous avons connue, ou c'était déjà une tendance qui ne fait malheureusement que continuer? Oui. Alors effectivement, sur la question de l'aide alimentaire, la situation du Covid, ou plutôt des conséquences sociales du Covid, ont accentué cette demande-là. Nous, on l'avait vu, enfin quand je dis nous, le Secours catholique, l'avions vu plus ou moins, pas disparaître complètement, mais diminuer, puisque c'est pas le cœur de notre métier. Au Secours catholique, on n'est pas un opérateur de l'aide alimentaire comme le sont des associations comme le Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire, enfin voilà, ou le réseau des banques alimentaires. Voilà. Mais on a vu effectivement cette demande-là augmenter du fait de la situation du Covid. Concrètement, je crois qu'au niveau national, ça a été plus de 5 millions d'euros sur les fonds propres du Secours catholique, sur une collecte spécifique du Secours catholique qui ont été achetés pour délivrer des chèques services remis aux personnes pour faire face à la situation. Donc ça, effectivement, c'est une situation qui s'est aggravée suite, bien sûr, aux conséquences du Covid, mais je dirais pas sur le long terme, puisque l'objectif, on va dire, du Secours catholique, c'était de laisser à d'autres une meilleure compétence par rapport à cette aide alimentaire. Et sur les conséquences maintenant au quotidien, en 2020, comment est-ce que vous avez noté cette augmentation de la pauvreté? C'est une augmentation du nombre de demandeurs ou au contraire, c'est des situations toujours plus précaires? Une bonne question, parce qu'effectivement, c'est difficile. On anime un réseau de bénévoles et c'est toujours quelquefois difficile d'aller à la pêche un peu aux informations, et pourtant c'est nécessaire pour savoir un peu ce que l'on fait, pour analyser. Et pas plus tard qu'hier, j'avais une visio. On fonctionne beaucoup comme d'autres organisations aussi en visio pour effectivement éviter de se voir, vous comprenez pourquoi, en direct. Et j'ai été frappé par ça me questionne. C'était une équipe située à Lieuret, vous voyez, sur la vallée de la Rille, qui disait qu'il rencontrait de nouvelles personnes, de nouvelles situations, pas des personnes habituées de nos aides par rapport à ça, mais des personnes qui étaient auto-entrepreneurs, qui avaient un job, qui étaient intérimaires et qui ont perdu leur job. Et évidemment, leur situation de dépense, elle n'a pas changé et se retrouvent effectivement à aller, entre guillemets, frapper à la porte du Secours catholique. Donc je dirais plutôt des situations nouvelles plutôt qu'une augmentation quantitative. Mais encore une fois, c'est un peu ce que je vous dis là, malheureusement, un peu au doigt mouillé, parce qu'on n'a pas de chiffres là précisément. On aura dans quelques temps, quand l'année sera... Voilà. Mais pour l'instant, c'est plus ça. Ce que je perçois, c'est plutôt de nouvelles catégories de personnes qui viennent frapper à la porte du Secours catholique. Alors le Secours catholique, quelle est son histoire? Vous l'avez dit, de base, c'est pas une banque alimentaire. Quelles sont ses missions au départ? Alors le Secours catholique, il a été fondé juste après-guerre, en 1946, par la volonté des évêques de France. Voilà. Il a confié ça à un homme qui était un entrepreneur remarquable à l'époque, le père Jean Rodin. Voilà, l'association a évolué. Au début, comme disait le fondateur qui est décédé depuis, évidemment, c'était une phase un peu épicière, donc il s'agissait effectivement de distribuer, L'association, bien sûr, a revu sa philosophie par rapport à ça, et aujourd'hui, je dirais, dans son projet de société, c'est de faire avec les gens, de pouvoir miser sur les capacités des personnes qu'on peut accueillir, de bâtir des projets avec elles, parce que bien souvent, on a une vision, quand on ne connaît pas la précarité, une vision du pauvre qui est bien sûr celui qui manque et qu'on réduit à son manque. Voilà. Je dis souvent aux bénévoles, les gens qu'on accueille ne sont pas des estomacs sur pattes. Donc ils ont des désirs, ils ont une volonté d'exister, etc. Donc c'est important de miser sur leurs capacités, sur leurs talents pour faire un chemin avec eux d'autonomie, d'accompagnement et surtout de leur dire vous avez des capacités. La société bien souvent les rejette parce qu'elle veut pas regarder les capacités des personnes. Mais la philosophie catholique, c'est de miser sur le pouvoir d'agir, comme on dit, des personnes par rapport à encore une fois leur capacité. Alors petite précision, bien qu'il y ait catholique dans le nom, vous acceptez tout type de demandeurs. C'est une bonne question. Alors catholique en grec, ça veut dire katholikos, ça veut dire universel. Et comme c'est bien écrit dans nos statuts, toutes nos aides, les accueils qu'on fait inconditionnels des personnes, je répète bien inconditionnels, se font bien sûr indépendamment de toute confession, de toute obédience, comme il est dit, philosophique ou religieuse. Alors, j'aime pas ce terme-là parce que vous comprenez quoi, des bénéficiaires. Parce que si on est bénéficiaire, on ne peut pas donner. Alors le but du jeu, c'est aussi clairement qu'on puisse, dans un échange, donner, recevoir. Mais comme il est écrit dans nos statuts, c'est indépendamment de toute obédience philosophique et religieuse. Alors vous avez parlé de nouvelles catégories de personnes qui devaient en situation de précarité. Alors on a beaucoup parlé dans les médias de la précarité étudiante qui est un peu plus récente. Est-ce que même certains étudiants vous demandent de l'aide?
Ouais. Alors c'est une bonne question aussi. On a une forte activité auprès des étudiants au Havre. Voilà. Plus par semaine. Alors on prête nos locaux, on met nos locaux à disposition à l'aumônerie catholique des étudiants qui assure au nom de la Banque alimentaire la distribution alimentaire. Comme quoi, on n'est pas contre l'aide alimentaire. Il ne faudrait surtout pas que nos auditeurs se méprennent par rapport à ça. Il n'y a aucun mépris de ma part ni de la part du catholique sur la question de l'aide alimentaire. Elle est nécessaire. Comme quand vous le disiez tout à l'heure, quand les dépenses préengagées, les loyers, les grosses dépenses comme ça, réduisent effectivement la capacité de pouvoir s'alimenter au quotidien de la part des personnes. Voilà, donc c'est une dépense nécessaire aujourd'hui. Et voilà, pour les étudiants, on est à plus de 150 à 200 personnes, 200 étudiants, qui chaque semaine viennent recevoir, alors c'est pas seulement recevoir, on discute, on dialogue, etc., dans nos locaux au Havre, de l'aide alimentaire. On a vu cette augmentation se faire. On intervient, nous, plutôt sur des arriérés de loyer, sur d'autres formes de dépenses que l'aide alimentaire, mais on voit effectivement cette situation-là, parce que les étudiants au Havre, je pense que c'est aussi vrai ailleurs, là je connais moins la situation de Rouen, mais au Havre, voilà, les étudiants travaillaient, les étudiants avaient un petit job, etc., et puis se sont retrouvés sur le carreau, et puis souvent les parents derrière, alors s'ils n'ont pas la chance d'avoir les parents en capacité, ayant des ressources de pouvoir les soutenir, ils se retrouvent effectivement dépendants de l'aide d'associations comme les autres. Alors sur Rouen, il y a plusieurs associations qui aident et qui s'occupent des personnes dans le besoin. Est-ce qu'il y a des dialogues, il y a des discussions, ou est-ce que vous échangez avec toutes ces associations ? Alors c'est une bonne question, j'ai envie de vous dire. Sur le local, sur les équipes, on va dire hors l'agglomération, enfin hors Rouen, on ne peut pas dire l'agglomération rouennaise, à plus petite taille, les équipes dialoguent. Souvent sont en langage constant, en discours constant, en échange constant, avec les élus, avec le CCS de la commune, avec d'autres associations. Sur Rouen, c'est plus difficile, effectivement. On n'a pas en tant que tel de rencontres avec de grosses associations, comme je citais à l'instant, les Secours catholiques, les Restos du Cœur, etc. Il y a eu une intervention que je tiens à souligner, de grande qualité, qui a été mise en place lors du premier confinement par la métropole de Rouen, qui a débloqué 100 000 euros sur des fonds publics, avec la volonté qui a marché de générer 100 autres 1000 euros de la part d'opérateurs privés, de fonds privés, qui ont été redistribués aux associations, dont nous-mêmes. Voilà. Et je sais qu'il y a une deuxième opération qui s'est mise en place à la suite de ça. Donc c'est par la métropole de Rouen, paradoxalement, que nous nous sommes, si je puis dire, rencontrés. Voilà. Nous, grandes associations, si je puis dire, qui ont pignon sur rue, auprès de l'opinion publique. Voilà. Et les élus, les collectivités locales, les maires, les agglomérations, les départements, la région, est-ce que les politiques ont conscience de la situation ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience qui a été réalisée sur ces questions-là ? Si, je pense que oui, quelles que soient les options politiques, oui. On peut le constater, il y a des plateformes qui vont se mettre en place. Je pense à la mairie d'Elbeuf qui a mis une plateforme aussi d'associations comme ça en place. Il y a un vrai souci que portent les élus. Je pense qu'ils doivent mesurer au quotidien, dans leur permanence. Et puis voilà, l'augmentation de nouvelles formes de précarité. Non, je pense que les élus sont au taquet, si je puis dire, par rapport à ça. Encore une fois, quelles que soient les appartenances et les options politiques. La situation sanitaire qu'on a connue, est-ce qu'elle vous a permis de continuer vos actions dans des conditions plutôt normales ? Alors dans un premier temps, comme tout le monde, le premier confinement, on a été confinés. Ça a été un peu le choc. Faut encaisser le choc, un peu comme en sport de combat. Pour ceux qui ont la pratique des sports de combat, on est un peu mis KO, on est un peu groggy. Et puis petit à petit, moi ce qui m'a frappé, c'est les équipes, les bénévoles qui ont souhaité tout de suite repenser. Alors les contacts se sont faits avec les gens accueillis, des gens qui téléphonaient. Donc les gens avec lesquels on avait un contact un peu plus régulier, à travers des groupes de parole, à travers des groupes de convivialité, les acteurs de ces groupes-là se sont téléphonés. Il y a eu des systèmes de WhatsApp qui se sont mis en place, donc d'échanges comme ça pour maintenir le lien. Et puis quand on a été autorisé, puisqu'on a été autorisé assez rapidement quand même, par le gouvernement, à pouvoir intervenir par rapport aux besoins de première nécessité. Donc on a pu, nous, délivrer effectivement nos chèques services sur l'ensemble du territoire de la délégation, donc sur les 2 départements Seine-Maritime, Eure. Et puis là où, de fait, dans cette deuxième vague de confinement un peu plus soft, comme j'ai envie de dire, un peu plus souple, on a mis en place des protocoles, alors en respectant, bien sûr, je ne vais pas refaire le catéchisme sanitaire auprès de nos auditeurs, mais en respectant effectivement les gestes barrières, les gestes de protection, je préfère dire protection de barrière quand même. Voilà, on a pu redémarrer des activités plutôt sous forme de rendez-vous individuels, donc pour l'accueil social des personnes, mais on a pas mal d'activités autour de l'apprentissage du français, notamment pour les migrants. Voilà, en respectant les distances, en jaugeant aussi les distances dans une pièce, on a pu recommencer des activités comme ça. Voilà. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas d'activité sur place conviviale, on essaie de les vivre autrement, mais on en voit la limite, effectivement. Merci beaucoup, Christophe Leroy, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous avez lancé une collecte de fin d'année que vous pouvez donner si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur secours
catholique.org. Merci beaucoup Christophe Leroy d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.